Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la quinzaine de l'Autojournal. Comme toujours, on vous propose une balade en 3 étapes. D'abord, la découverte de la nouvelle Bugatti Tourbillon, qui est une véritable œuvre d'art sur roue. Ensuite, on se demandera si avec le changement des modes de calcul de CO2 de l'Europe, les hybrides rechargeables sont condamnés. Et enfin, on partira essayer la petite Lancia Y dans sa version hybride de 100 chevaux. Vous avez le menu? Alors en route. Une fois n'est pas coutume, nous partons aujourd'hui à la découverte d'une voiture que ni vous ni moi ne pourrons probablement jamais nous acheter, la Bugatti Tourbillon. Pourquoi est-ce qu'on va s'y intéresser alors? Eh bien, c'est un peu comme quand on s'intéresse à une œuvre d'art dans un musée, pour la beauté du geste et la somme de talent et d'ingéniosité qu'elle renferme. On va rembobiner un petit peu l'histoire de Bugatti dans ces années récentes. La renaissance de Bugatti sous l'ère du groupe Volkswagen, auquel elle appartient aujourd'hui, ça remonte à 1998. Le premier modèle de cette nouvelle époque, la Veyron, elle est sortie en 2005, et elle répondait à un cahier des charges qui était très facile à énoncer, un tout petit peu moins à réaliser. Il fallait qu'elle fasse plus de 1000 chevaux et qu'elle atteigne la vitesse maxi de 406 km/h. Bon, après les ingénieurs qui ont été chargés de ce projet, ils avaient qu'à se débrouiller avec ça et ils ont eu un peu de mal. Bon, ils y sont parvenus en installant dans une coque carbone complètement inédite un moteur quadri turbo à 16 cylindres en W. C'était une véritable usine à gaz. La Chiron qui a succédé à la Veyron en 2016, elle reprenait la même architecture et le même moteur, mais la silhouette s'est un peu musclée et le moteur est passé à 1500 chevaux dans la version de base. Que faire après ? Eh bien, la question, elle a divisé, y compris au sein du groupe Volkswagen, notamment après le décès de Ferdinand Piëch, qui était un peu le maître d'œuvre, l'initiateur, le grand défenseur du projet Bugatti au sein du groupe Volkswagen. Et en 2021, on a appris avec surprise qu'un accord avait été signé entre Porsche pour le groupe Volkswagen et Materimatz pour prendre en charge le projet Bugatti. Qui est donc ce Materimatz? Eh bien, c'est un génial entrepreneur croate qui s'est notamment rendu célèbre par la réalisation d'hypercars électriques de très haut niveau. La dernière en date, c'est la Nevera. Elle développe 1914 chevaux et est capable d'atteindre 412 km/h. Par conséquent, quand on a appris l'accord avec Rimac pour Bugatti, on s'est tous dit que c'était plié pour la descendante de la Chiron et que ça serait forcément électrique, puis en plus c'est dans l'air du temps. Mais ça c'était sans compter avec la passion personnelle de Materimatz lui-même. Parce que aussi incroyable que cela paraisse, c'est lui, l'homme de l'électrique, qui a dû se battre contre Porsche pour que la future Bugatti ne soit pas électrique. Pourquoi ? Simplement parce qu'il voulait préserver l'émotion procurée par un vrai moteur, ce que les clients demandent pour ces machines superlatives, et franchement, on peut vraiment applaudir cette initiative. Résultat des courses, nous voilà avec la Tourbillon, face à une voiture qui embarque un V16 atmosphérique capable de tourner à 9000 tours minute. Autant vous dire que question sonorité, ça va chanter. C'est un V16 et pas un W16. Il n'a donc rien de commun ce moteur avec celui des précédentes Bugatti. Et donc dans son élan créateur, Rimac, il a osé repartir d'une feuille blanche, aussi bien pour le châssis, la coque carbone, que pour le moteur, que pour l'architecture globale du modèle. Parce qu'en effet, il s'agit d'une hybride rechargeable, donc on retrouve un peu d'électrique, qui, outre son gigantesque V16 de 8,3 litres, dispose de 3 moteurs électriques de 340 chevaux chacun. Au cumul, donc, la Bugatti Tourbillon, elle développe 1800 chevaux et ses performances donnent évidemment le vertige. On nous annonce 2 secondes tout rond pour passer de 0 à 100 km/h. On est dans la zone d'accélération d'une Formule 1. Moins de 10 secondes pour atteindre 300 km/h et la vitesse maxi sera auto-limitée à
445 km/h. Bon, en fait, le vrai souci avec ça, ça va être de trouver les endroits sur la planète où on pourra exploiter ce potentiel de performance. En passant, une petite remarque pour rire entre nous. Comme il s'agit d'une hybride rechargeable, capable de rouler 60 km en tout électrique, eh bien son malus français, il n'est que de 100 €. Voilà, on fait des économies. Bon, plus sérieusement, on va parler rapidement du dessin extérieur. Et au premier abord, en fait, on est un petit peu déçu parce qu'on pense que finalement, c'est qu'un gros lifting de la Chiron. Mais en fait, c'est une continuité qui a été voulue par les designers. C'est pas du tout un manque d'imagination. Ils ont fait le choix de prolonger une silhouette qu'ils veulent comme iconique, le mot est à la mode, intemporelle. J'ai eu la chance et le privilège d'observer la voiture en vrai, et franchement le travail sur les proportions, le fait qu'elle soit moins haute et un peu plus large que la Chiron, ça la distingue bien de sa devancière, on l'identifie facilement. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont commencé à se déchaîner un tout petit peu à propos de la calandre en fer à cheval que beaucoup jugent beaucoup trop proéminente. Mais en fait, il ne faut pas trop se fier aux photos parce qu'en vrai, c'est une voiture qui est basse et qu'on observe plutôt par le dessus, ce qui réduit considérablement l'impact visuel de cette face avant assez ouverte. Pour passer à l'intérieur, eh bien, il faut ouvrir des portières dont la cinématique est particulièrement spectaculaire. Et elles sont là aussi pour aider l'accès et la sortie avec élégance, nous dit-on, notamment pour les dames lorsqu'elles sont habillées avec une robe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ce que l'on découvre dans l'habitacle, ça n'est pas moins spectaculaire que les portes. C'est même l'autre énorme surprise de ce modèle, après son V16, un bloc compteur inouï, conçu et réalisé comme un ensemble de haute horlogerie. D'ailleurs, c'est des horlogers suisses qui ont réalisé cet ensemble de compteurs qui est traité comme des montres squelettes, c'est-à-dire qu'elles montrent entièrement leurs mécanismes intimes qui ont été particulièrement soignés. Et, vous aurez noté, il n'y a pas d'écran. Chez Bugatti, on nous a expliqué que cette voiture, elle était faite pour le long terme et qu'il n'était pas question que les clients se retrouvent dans 5, 10, 15 ans avec une marée d'écrans noirs face à eux. Donc, oui, en fait, il y a un petit écran, mais il est caché sous la console centrale. Il apparaît quand on a besoin, par exemple, du GPS ou de la réplication smartphone, et il est très facilement remplaçable quand il deviendra obsolète, parce que ce n'est pas lui le centre du théâtre de l'intérieur de cette voiture. On va évidemment terminer avec un chiffre qui pique un petit peu et qui fait rire, celui du prix, 3,8 millions d'euros pour une production limitée à 250 exemplaires. Bon, c'est une somme, mais elle se compare finalement à celle demandée pour une œuvre d'art contemporaine, car c'est finalement face à cet univers-là que la Bugatti Tourbillon se place, et c'est une pièce d'orfèvrerie et qu'on espère clairement aussi fascinante à conduire qu'à examiner en détail. Nous allons maintenant passer à notre question du jour. Est-ce que les hybrides rechargeables sont menacés d'extinction? La question, elle se pose depuis que l'Union européenne a décidé de modifier son mode de calcul des émissions de CO2 pour les voitures hybrides rechargeables. Cette nouvelle formule, elle va entrer en vigueur en 2025 et ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. La valeur d'homologation, elle va quasiment doubler. Pourquoi tant de haine? En fait, depuis son arrivée sur le marché, la technologie hybride rechargeable, elle génère des polémiques sans fin. Rappelons que le système repose sur une architecture qui mêle un moteur thermique et un système de propulsion électrique relativement conséquent qui permet généralement d'effectuer plusieurs dizaines de kilomètres en tout électrique. L'idée, qui paraît intelligente, sensée, c'est de pouvoir réaliser les trajets du quotidien en électrique et de n'utiliser le moteur thermique que pour les longs déplacements qui sont par nature plus rares. La planète et le portefeuille auraient donc tout à y gagner. Mais en fait, beaucoup reprochent à cette technologie son poids, son coût et le surcroît de consommation que cela engendre lorsque les batteries sont vides. En pointant du doigt le fait que l'intérêt écologique de la formule, finalement, il n'est pas si évident que ça. Qui a raison? Tout le monde. Parce que l'efficacité du système, elle repose sur la fréquence des recharges. En clair, utiliser une hybride rechargeable
sans la recharger quotidiennement, c'est juste du gâchis de ressources. Et à l'inverse, si un hybride rechargeable est employé à bon escient pour des trajets du quotidien, avec des recharges régulières voire quotidiennes, eh bien ça permet de réaliser une très importante proportion de trajets en zéro émission, sans pour autant passer par le tout électrique. Alors, où est-ce que ça coince? Et pourquoi l'Europe s'est-elle à nouveau emparée du sujet? Eh bien depuis 4 ans, il faut savoir que les voitures neuves, elles sont obligatoirement équipées d'un système de surveillance en temps réel des consommations de carburant. Ces données, la Commission européenne y a accès. Et ils ont examiné un échantillon de 98 000 voitures et ils ont constaté qu'en moyenne, la consommation réelle des hybrides rechargeables était plus de 3 fois supérieure à la valeur d'homologation. Donc c'est ce constat qui a motivé le changement de calcul de l'homologation pour 2025. Comment est-ce qu'on explique cet écart colossal? Eh bien vous allez rire, ou pas, tout simplement parce que la majorité des utilisateurs de ces voitures ne prennent pas la peine de les recharger. En fait, les hybrides rechargeables, elles sont majoritairement achetées en neuf par les flottes d'entreprises pour des raisons fiscales. Ce ne sont donc pas les utilisateurs eux-mêmes qui les ont payés, et souvent, ce ne sont même pas eux qui payent les factures de carburant. Donc, ils ne sont pas forcément très motivés à faire l'effort de recharger la voiture régulièrement, surtout s'ils n'ont pas de prise chez eux. Certains n'ont même pas conscience de l'intérêt d'une telle démarche. Résultat des courses, tout le monde va payer, à commencer par les entreprises, parce qu'on n'a juste pas pris la peine d'expliquer à la fois aux gestionnaires de flotte et aux utilisateurs qu'une voiture hybride rechargeable, eh bien, ça devait être rechargé. C'est pourtant écrit dessus. Est-ce que ça va faire disparaître cette technologie? Sans doute pas, en tout cas à court terme, parce qu'en France notamment, même avec le nouveau barème, les hybrides rechargeables vont rester sous le seuil de déclenchement du malus pour les particuliers. Pour les entreprises, il va y avoir probablement un renchérissement des taxes. Voilà, et nous terminons notre tour d'horizon de la quinzaine avec l'essai de la nouvelle Lancia Ypsilon. On vous l'avait présenté ici il y a quelques semaines et on vous rappelle que ce modèle, qui marque la renaissance de Lancia en Europe, se base sur une plateforme bien connue dans le groupe Stellantis, celle de la Peugeot 208 et de l'Opel Corsa notamment. L'Ypsilon, elle s'en distingue par un style bien marqué et pour tout dire assez réussi. Clairement, dans la rue, elle suscite les commentaires et elle s'identifie de loin. À l'intérieur aussi, elle affirme sa personnalité italienne par des matériaux choisis, dont le velours de la sellerie, mais aussi les touches de décoration cuivrée ou les motifs graphiques sur la planche de bord. Celle-ci s'organise d'ailleurs autour du tavolino, une petite tablette centrale en arc de cercle qui sert notamment de chargeur à induction pour votre téléphone. Clairement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, l'Ypsilon affirme une personnalité chic et design qu'on ne retrouve pas ailleurs sur ce segment. Question habitabilité, en revanche, il n'y a pas de miracle à attendre. On va retrouver, comme dans une 208, un espace arrière qui est assez limité, mais avec 352 décimètres cubes, le coffre s'annonce plutôt correct pour la catégorie. Et au volant, ça se passe comment? Bien, la petite Lancia, elle est disponible en deux motorisations, une toute électrique de 156 chevaux et une micro-hybride de 100 chevaux. C'est cette dernière version, avec son 3 cylindres et sa boîte robotisée, que nous avons favorisé pour notre premier essai. On pouvait craindre que le ramage ne soit pas tout à fait à la hauteur du plumage, mais en fait, avec l'aide de l'hybridation, l'Ypsilon se montre plutôt vive avec de très bonnes relances. Ce dynamisme, il est bien relayé par des trains roulants qui sont typés un peu fermes et qui accentuent l'agilité et la précision. On peut même utiliser les deux palettes au volant pour reprendre la main sur la boîte qui, parfois, en fait quand même un peu casse à tête. Pour autant, cette pointe de dynamisme, très plaisante, n'est pas atteinte au détriment du confort qui reste très convenable. Au global, on découvre donc une petite voiture très soignée, pleine de charme, plutôt agile sur route, une véritable petite italienne en fait. Dans cette version micro-hybride de 100 chevaux en finition LX, elle annonce une consommation assez raisonnable, inférieure à 5 litres au 100 km et un prix de 27 500 €. Ce n'est pas donné, mais vous aurez sans doute du mal à trouver des concurrentes aussi chics et sympas à moins de 30 000 €. Reste maintenant
pour ce qui concerne la France, à retrouver et à redonner la confiance dans un réseau de distribution Lancia qui est entièrement à reconstruire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la quinzaine de l'AJ. Et d'ici là, bonne route à vous!